de consolation. En tous les cas, au niveau de l'état d'esprit, ils ne sont pas derniers. Ouais, c'est vraiment sur ce plan-là, la détermination. Oh, attention, attention. Non, bonne remontée au dernier moment de. Bonne remontée au tout dernier moment de Michel Rodriguez qui a permis de mettre en jeu Ndiaye. Ouais, c'était limite. Francis de Tadeo était sur la ligne et il n'a rien dit. Ah bon, ça va, ils vont pas s'énerver, ils mènent 1-0. Tout va bien quand même, hein. Il reste 1 minute à jouer dans le temps réglementaire, c'est pas à peine de s'exciter pour rien. Et 5 dans le temps additionnel. Vous savez bien que Francis de Tadeo, il est cool comme un concombre. Cool as a cucumber, comme disent les Anglais. C'est ça, c'est lui, c'est Francis de Tadeo. La force tranquille, voilà. Tiens, puisqu'on parle en ce moment un petit peu d'élection, mais c'est exactement ça. C'est l'impression qu'il donne. Il donne beaucoup de sérénité, il rassure beaucoup ses joueurs. Une élection. Quelle élection? Vous n'êtes pas au courant? Non. Bon, je vous en parlerai tout à l'heure. D'accord. Allez, 5 minutes. Tiens, ça vous apprendra. Allez, 5 minutes pour essayer d'arracher un match nul contre le leader, contre la meilleure équipe de ce championnat de Ligue 2. Le FC Metz qui déroule encore avec une nouvelle victoire qui se dessine. Ce serait la 19e en 31 matchs. Et la 7e en déplacement. Alors que Cheikh Gueye est touché là. L'arbitre pourrait arrêter là le jeu. Et ça c'est surprenant de la part des arbitres. Il faut attendre qu'un joueur dégage le ballon alors que le règlement autorise l'arbitre à arrêter le jeu pour permettre l'intervention des soigneurs. Bon. Donc ça va obliger les Messins à rendre le ballon à l'adversaire. Et on va perdre ainsi quelques secondes supplémentaires. Choc avec Wendling, on a vu. C'est vrai que s'il est transportable, on peut effectivement le mettre sur la touche, ce qui est fait, et le soigner tranquillement et permettre au jeu de se poursuivre. Voilà. Oui, mais l'arbitre a le droit de lui-même d'arrêter le jeu et de le normalement, il relancer avec une balle à terre. La tête de Tokene, attention, récupération Cardi par-dessus pour Ndiaye. Nouvelle intervention de Bertin Tokene. Rodriguez. Attention à ses relances dans l'axe. Aguazi est allé au contact. Ballon récupéré par les Tourangeaux. Voilà, talonnade de Collet. Intervention de François, le buteur, le seul buteur du match. Et il est sanctionné d'ailleurs là pour ce tacle. Bien joué, bonne technique. Dans une surface très réduite pour conserver le ballon et obtenir le coup franc. Un peu de réussite là pour Jacob Bas. La déviation de Cédric Collet directement sur Christophe Maréchez. Il y a de la joie au bord du terrain. Enfin, en même temps, il comprend pas grand chose au football, donc il sourit, il est content. Mais on lui expliquera que c'était bien aussi, mais bon. À une petite séance de tableau noir. Ouais. L'ami Fred Accorsi. Cardi avec Ndiaye. Allez, une dernière offensive peut-être pour les Messins. Momar Ndiaye qui s'est relevé, ballon trop appuyé. Les œufs de Fred Godard. Voilà. Voilà.
Ils sont vraiment au chocolat? Non. Chocolat blanc. Ah, je suis sûr que c'était ça qu'il faisait rire. Non, il préparait son coup, Fred. Hein, Dumbo, tu préparais ton coup, c'est ça. Hein. Aguazi là. Contact en pleine poitrine pour le numéro 10 Messin. C'est le baroud d'honneur là des Tourangeaux. La dernière minute du temps additionnel avec un centre repoussé par la défense messine. Et la frappe contrée. Il y a toujours Laurent Aguazi l'a touché. Et M. Kalt autorise l'intervention des soigneurs. Les Messins qui finissent dans la douleur. Leur match qui serait... c'est assez curieux quand même, tant ils dominent le championnat, que leur deuxième victoire à l'extérieur en 2007, après celle obtenue à Libourne récemment, match remis qui a finalement été joué et gagné par les Messins. Deuxième victoire seulement en 2007 pour les Messins. Qui vont aller vérifier donc dès le prochain match la dangerosité, dès le prochain match à l'extérieur, la dangerosité de leur poursuivant, du quatrième, celui qui est le plus inquiétant pour eux aujourd'hui, Amiens. Amiens qui est donc à 13 points ce soir. Alors on évacue le Messin sur une civière. Les Messins qui vont certainement terminer à 10 les dernières secondes de cette rencontre. Amiens, de toute façon, je vais vous dire, les hommes de Ludovic Batelli s'en fichent un petit peu de toute façon hein, des 13 points avec Metz. Ce qu'ils regardent, ce sont les 3 points avec Strasbourg qui les préoccupent. Strasbourg qui, on le dit aussi, a un match en retard à jouer à Grenoble. Hein. La sortie de Catherine devant Ndiaye. Il est revenu dans la surface pour pouvoir prendre ce ballon avec les mains. Et M. Kalt là qui devrait siffler la fin de la rencontre. Voilà, il a jeté un petit coup d'œil à son arbitre assistant. Il a décidé, je crois, de remettre une petite minute supplémentaire. Laurent Aguazi va revenir sur la pelouse. Et sur le dégagement, Philippe Kalt va renvoyer les deux équipes définitivement au vestiaire sur cette victoire du FC Metz. 1-0, but inscrit par Julien François à la 42e minute sur un corner frappé par Julien Cardi. Courte victoire, mais victoire sans trembler pour le leader du championnat, Jean-Luc. Ouais, qui confirme bien qu'il est difficile à manœuvrer, difficile à battre. Tours a essayé, Tours a tenté beaucoup, mais Tours n'a pas connu de réussite, comme ça a été souvent le cas cette saison. Voilà, entre le premier et le dernier, il n'y avait pas tant d'écart que ça aujourd'hui. Mais il y a un monde à l'arrivée. Il y a 46 points, tiens, ce soir. Oui, il y a toujours donc 11 points d'écart entre le dernier tour et le premier non relégable Niort. Niort qui a remporté une victoire importante contre Brest. C'était vendredi. À l'occasion de cette 31e journée, on va retrouver Benoît en compagnie du passeur sur le but, Julien Cardi. Ouais, Julien, ça fait maintenant 13 points d'avance sur le quatrième. Vous êtes quasiment en Ligue 1. Ouais, on peut dire ça, mais bon. Il reste encore, je vais me répéter, mais il reste un match de moins que la dernière fois. Il reste 7 matchs aujourd'hui et je pense quand même qu'on a fait un grand pas vers notre objectif qui était de remonter en Ligue 1. Voilà, avec 67 points, je pense que alors on n'est pas loin de la montée. Il manque, je pense, plus que 3 points. Espérons qu'on les aura à la maison. Et ce soir, la recette Messine, c'était beaucoup de réalisme, beaucoup de calme. Beaucoup de calme, c'est à revoir, je pense. La réussite, oui, on en a eu. Je pense qu'on a fait la différence depuis un moment sur coup de pied arrêté. Voilà, je pense qu'on a encore fait fort ce soir, mais je pense que dans le jeu, on a montré de meilleurs visages à d'autres matchs, mais on se contentera de ça ce soir. Et le principal, c'est les 3 points. Voilà. Merci, Julien. Julien Cardi, Jean-Luc, qui a la même analyse que nous.
Ce n'était pas un grand Metz, mais c'était suffisant pour remporter une nouvelle victoire. Ouais, puis c'était bien d'avoir lui parce qu'il symbolise à la fois la solidité, l'envie, le sérieux, la force de cette équipe messine. Voilà, ben Julien Cardy, passeur décisif pour Metz qui gagne, qui met encore la distance avec le 4e. Allez, un point complet sur les résultats de cette 31e journée. Conclut donc par cette victoire du leader messin sur la pelouse du dernier tour. Tours reste dernier et Metz conforte sa première place. Ouais, Strasbourg, Amiens, Le Havre s'accroche. Mais Metz continue, ouais, continue sa marche en avant. C'est ça l'enseignement pour les équipes de devant. Pour Tours, c'est fini, on peut dire. L'équipe a pris qu'un seul point en 6 matchs. Le classement réactualisé avec désormais c'est 13 points d'avance pour Metz sur le 4e Amiens. C'est plus que bien parti. Ouais, la prochaine journée verra justement si Metz a déjà plus qu'un pied en Ligue 1. Tours, on l'a dit, c'est fini parce qu'il faudrait gagner les 7 derniers matchs. En revanche, pour Istres, Créteil, Anne et compagnie, il faudra batailler encore. Le temps presse. Roger Zabel et toute son équipe nous attendent pour Autocritique. Un coup d'œil sur les rendez-vous foot à venir avec pour la prochaine journée de Ligue 2. Ce sera vendredi 13 avril, 20h15, Istres-Strasbourg, suivi de 22h30, c'est l'heure du foot, toute l'équipe de Christophe Jameau. Et ensuite, lundi 16 avril, Brest-Le Havre pour conclure cette 32e journée. Voilà, on va vous quitter. On remercie Fred Godard et toute son équipe. Merci à vous Jean-Luc, merci Benoît Daniel. Salut, à bientôt pour du foot sur Eurosport. Bye bye. Avec France Football, vibrez au cœur de la Ligue 2. Vivez les moments forts de la Ligue 2 avec l'Autofoot 7 spécial Ligue 2. Dans le tennis handisport, une seule règle a été changée. La balle peut rebondir 2 fois. Mais les joueurs de plus haut niveau n'utilisent pas cette possibilité, car, comme dans le tennis valide, ils cherchent à gagner du temps sur l'adversaire.
ce qui implique d'être toujours en mouvement pour garder de la vitesse. Les fauteuils, conçus sur mesure, sont adaptés à la taille et au handicap du joueur. Ils sont pensés de manière à pouvoir supporter les virages très serrés et permettre aux joueurs de réaliser de véritables acrobaties. Cette complexité requiert des joueurs très complets, avec de grosses qualités athlétiques, de grandes capacités mentales, un sens tactique très développé et beaucoup d'anticipation. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se tromper, ni dans le choix de leur déplacement, ni dans le choix de leur coup. C'est parce qu'il a toutes ces qualités que Michael Jeremias figure depuis plusieurs années parmi les meilleurs mondiaux. Il est prêt. Découvrez Gillette Fusion Hydra-Gel. Les agents hydratants et émollients de fusion forment une couche invisible qui protège votre peau du premier au dernier passage de rasoir pour encore plus de confort lors de votre rasage. Nouveau Gillette Fusion Hydra-Gel. J'ai créé Chin Chin parce que... Ah, c'est mieux! La deuxième paire de lunettes pour seulement 1 € de plus. J'adore changer. Tout change quand il y a du soleil. Pour sortir. Mais aussi pour le look. Si je les perds, j'en ai deux! Deux paires, deux couleurs! Bon, tout est dit. Chin Chin, vos secondes lunettes pour 1 € de plus. Il est fou! Seul un concept révolutionnaire pouvait associer une motorisation essence et un moteur électrique. Nouvelle berline GS 450H et nouveau tout-terrain RX 400H, les premières automobiles hybrides haute performance au monde. Le concept révolutionnaire est aujourd'hui une réalité. Technologie hybride Lexus. Avec ING Direct, vous allez gagner plus d'argent. Plus d'argent, donc plus de poche. Épargne Orange, c'est 5% garanti pendant 5 mois. Appelez vite le 3220 et dites ING. ING Direct, créateur d'intérêt. Retrouvez Autocritique avec Monster.fr, CV, offre d'emploi et recrutement sur Internet. Parlons peu mais parlons bien, alors parlons F1 pour commenter, analyser et critiquer ce somptueux Grand Prix de Malaisie. C'est sa rentrée ce soir à Eurosport, le renard des garages, heureux du retour de McLaren après un an au pain sec, Lionel Froissart de Libération, suivi comme son ombre d'El Papa Mobile, très occupé hier, c'est normal, qui a dû terriblement souffrir d'ailleurs de voir son écurie préférée humiliée par Liber Alonso et la nouvelle star d'outre-Manche Hamilton. Jean-Louis Moncet d'Autoplus, lui aussi a fait sa rentrée ce soir et l'occasion est belle, mais Cédric Voisard du Figaro est inquiet du retard pris par Renault qui ne s'adapte pas à ces nouveaux pneus, malheureusement pour eux. Et puis notre invité a remporté 7 Grands Prix. Il est monté 22 fois sur le podium en 5 ans, 149 Grands Prix. 3e du championnat du monde 1983. Ça vous embouche un coin, Lionel Froissart? Non, je m'en souviens très bien. René Arnoux. Bonsoir tout le monde. Il est en bagarre. René, est-ce que vous avez, comme nous, jubilé devant le spectacle, au moins du départ des premiers tours? Parce que j'ai pas l'impression que vous ayez vécu un grand prix magnifique comme... Non, c'est vrai qu'il y a eu 5 premiers tours absolument superbes avec les dépassements en bout de ligne droite. On sait très bien quand on a un circuit hyper large, la puce Alonso était à l'intérieur, donc c'était très chaud au départ. On arrive, je crois, à 280 au bout de la ligne droite déjà, donc c'est hyper chaud et tout.
Bon, c'est vrai que les deux McLaren se sont faufilés. Peut-être que Raikkonen aurait dû rester un peu à l'intérieur et Massa aussi, mais bon, ça c'est facile quand on voit. Mais c'est vrai que le début de la course était assez sympa. On râle quand c'est trop large et qu'on peut se doubler, on râle quand on peut pas se doubler. Bon, je râle pas. Il y a un élément qui est plutôt rassurant pour la suite de la saison, c'est qu'on a là maintenant 2 écuries extrêmement proches. On a 2 écuries qui ont vraiment dominé le Grand Prix. Il y a eu McLaren, Ferrari. Après, on a d'autres écuries, mais faut voir où elles finissent et tout. Entre BMW, Williams, il y a des belles bagarres derrière. Mais c'est vrai que la guerre va être entre ces 2 écuries-là au fil de la saison, je pense. Bon, un mot sur l'une des mesures les plus importantes prises à l'intersaison, celle de limiter les tours à 19 000 et de bloquer l'évolution des moteurs depuis le Grand Prix de... C'était quoi le Japon l'année dernière Grand Prix du Japon. Oui, je l'ai, avec des transformations, je l'ai. Je crois que c'est assez positif dans la mesure où les moteurs doivent faire plusieurs Grands Prix. Donc ça renforce quand même le problème de la fiabilité générale pour tout le monde. Peut-être un peu les coûts aussi, parce que on est surtout plus sûr d'avoir les voitures à l'arrivée, parce que si on avait... c'est 2,4 litres maintenant. Si on avait laissé le régime moteur libre, on serait déjà à 21 000 tours, je pense. D'ailleurs, on le verra, il y a eu 4 abandons seulement. Oui, c'était malgré une chaleur assez écrasante. Donc, et pas à cause des moteurs. La clé, c'est la fiabilité. Donc maintenant, celui qui ne joue pas la fiabilité, qui joue que la performance, il a tout faux depuis le départ. Alors, tiens, Jean-Louis Moncet, vous avez bien fait de prendre la parole, puisque vous êtes le grand spécialiste des départs, et on va voir la parfaite entente entre les McLaren avec Alonso, qui va partir en tête en laissant sur place Massa, qui était en pôle. De son côté, Hamilton va lui s'occuper des Ferrari et venir contrôler la situation. Massa reprend sa ligne de trajectoire, alors que vous voyez Alonso l'a assez peu prise, il en profite au contraire, et c'est comme ça qu'il prend la tête. Massa trop écarté, a également laissé Hamilton s'infiltrer, et voilà, c'est trop tard, les 2 McLaren Mercedes sont devant. Une partie de la course et du résultat s'est jouée là, je ne dis pas que tout le résultat s'est joué là. Une partie s'est jouée ici sous nos yeux en ce moment. Grande partie de la génération quand même. Mais ce qui est très étonnant, c'est de voir que Raikkonen se remet effectivement aussi très tôt sur la bonne trajectoire. Alors, à ceux qui s'étonnent de voir ce positionnement sur la grille du meilleur temps, en l'occurrence là, le meilleur temps est à droite sur l'écran, on choisit l'endroit où les voitures passent le plus souvent en temps normal, où normalement il y a plus d'adhérence. Et regardez, c'est très étonnant, Raikkonen. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que Raikkonen se laisse avoir par un bleu, parce que c'est un bleu qui le dépasse. C'est plutôt génial. Alonso, on sait que ça fait partie de la panoplie très agressive d'entrée. Alors c'est vrai que quand la technologie sur l'auto le permet, on peut prendre des départs d'autant meilleurs qu'on aime ça. Mais là, de voir Hamilton prendre un super départ comme ça, tenter le coup, autoritaire. Deuxième très bon départ en 2 courses. C'est la deuxième fois, c'est vraiment... Il y a une chose à dire, c'est que sympa de voir les gens agressifs. Quand on est en pôle, comme avait fait Massa, il a fait une super pôle, il a fait un week-end extraordinaire, et qu'on se fait coiffer au premier virage, je pense que... psychologiquement, moralement et tout, surtout sachant que Alonso, c'est pas un tendre, donc il y a quand même un petit handicap immédiatement. Je dis qu'une partie du résultat s'est jouée là, mais pas tout le résultat. Il y a 2 autres questions qui ne vont absolument pas chez Ferrari. Si on a l'occasion d'en reparler, je pense... il y a une remarque qui s'impose, c'est que les McLaren partent comme des bombes, et les Ferrari... ça, c'est la première chose. On ne peut pas seulement parler de la quantité d'essence, parce qu'on a vu que... Au départ, on croyait ça naïvement. Je me suis dit, elles partent lourdement, donc elles ont plus d'essence. Pas du tout. Il y a une McLaren qui a ravitaillé après 2 ou 3 tours après, donc c'est pas ça. Donc le système de départ, je le dis à Gilles Simon, qui est un ingénieur français, le patron des moteurs chez Ferrari. Gilles, il faut que tu revoies absolument ton système de départ. Rien à voir avec celui des McLaren, rien à voir avec celui des Renault, derrière, qui très rapidement se sont mis vraiment, pas aux avant-postes, mais presque. Il y a une Renault qui part très très bien, d'ailleurs. La deuxième chose, on parle des Ferrari. On a regardé les essais ensemble, Roger. Elles ont passé les 3/4, pour ne pas dire les 4/5 de tous leurs essais libres en pneus durs. Et finalement, elles vont faire les dernières qualifs en pneus tendres et les 2 tiers du Grand Prix en pneus tendres. Alors, il valait mieux essayer tout de suite des pneus tendres. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire des pneus ? Ça reste à savoir, surtout que il y a une grande nouveauté. On voit maintenant quand on a des pneus tendres ou des pneus durs. C'est un tabou qui est brisé, qui est formidable pour nous tous, pour les téléspectateurs et tout. On voit les pneus tendres et les pneus durs formidables. Donc elles ont passé tous leurs essais quasiment en pneus durs. Elles font leur peu en pneus tendres. On ne sait pas pourquoi. La troisième chose, c'est que
elles étaient en vitesse maxi, toutes proches des McLaren. Et là, pour le Grand Prix, elles ont 10 km/h à peu près de mieux. Moi, je pense qu'ils ont débraqué les ailerons pour essayer d'être plus vite en ligne droite. Je parle sous le contrôle de René. Et qu'en courbe, elles étaient moins bien. Et en courbe, les McLaren passaient très très fort. Et c'est pour ça qu'elles se sont tirées, les McLaren. On les a plus revues. Est-ce que c'était un bon choix de vouloir être plus vite en ligne droite? À quoi bon si elles n'avaient... Normalement, personne n'a doublé puisqu'elles partaient, en tous les cas, Massa devant. Et on pouvait imaginer que Raikkonen allait... Est-ce que ça pose pas la question de savoir si elles n'ont pas un peu perdu de leur supériorité? Je parle aérodynamique et mécanique. Je ne parle pas du moteur. On n'en parle même plus du moteur maintenant. Est-ce que le fond plat fixé de manière différente maintenant leur fait perdre ces 2 ou 3 dixièmes qui les mettaient un petit peu dans le confort? C'est à vérifier dans les prochaines courses. C'est un peu tôt encore pour en parler là. Moi, je vous trouve sur le départ, entre autres, je vous trouve un peu réservé quant à la qualité du pilotage de Hamilton. Qui a fait un truc formidable. Non, mais je veux dire, quand on a vu les images tout à l'heure, c'est d'autant plus spectaculaire qu'on a deux pilotes qui prennent pas un très bon départ, Massa, Raikkonen, et 2 autres qui en prennent un super. Donc le gap d'un seul coup est personne ici. Peut-être que la stratégie que Jean-Louis a dit, ils ont débraqué pour aller vite pendant la course chez Ferrari. Ça, c'était très bon, à condition qu'ils soient en 1 et 2 au premier virage. Et voilà. Le problème, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et après, à ce moment-là, ça devient un handicap. Puisqu'il faut aller aussi vite dans les courses. On a vu Massa attaquer comme un damné parce qu'il savait qu'il fallait au moins passer deuxième pour pouvoir dérouler. Il était plus léger. Quelques petites erreurs. J'ajoute un dernier point que Lionel a un petit peu soulevé. C'est-à-dire qu'à Sepang, les Ferrari se sont présentés exactement comme à Melbourne, malgré les 3 semaines d'écart, alors que chez Renault, chez McLaren, beaucoup, et chez BMW aussi, il y avait vraiment des grosses évolutions. Et d'autant plus étonnant qu'il y a eu, comme vous le dites, 3 semaines et une semaine, enfin pas une semaine, mais 4 jours d'essai à Sepang. Sur le circuit, une semaine, ça n'arrive jamais. Une séance d'essai aussi longue à une semaine d'un Grand Prix, c'est très très rare dans la saison. Donc pourquoi, effectivement, cette frilosité dans le développlement et dans les choix techniques? Est-ce qu'il n'y a pas chez Ferrari... On se souvient quand même que Schumacher était capable, lui, de prendre des décisions collégiales, évidemment, puisque les ingénieurs étaient à son écoute. Et est-ce que là, il ne manque pas quelqu'un qui soit capable de dire il nous faut ça, il faut qu'on progresse dans ce domaine pour... Ils ont tâtonné d'entrée, quoi. Mais je pense aussi que Raikkonen a dit une chose après le premier Grand Prix, qu'il avait de la marge, il pouvait aller beaucoup plus vite, etc. À Melbourne, oui, je l'ai dit au premier Grand Prix. Et que ça a peut-être mis les gens un peu dans un certain confort, peut-être. Mais bon, en effet... Et quelle était la cartographie moteur de Raikkonen? Alors ça moi, je crois pas trop... Il avait un peu peur de... Il l'a dit après la course. Oui, mais alors, ça se chiffre quoi? 1 ou 2 dixièmes au tour? Je pense que ça fera... Moi, j'y crois pas trop à cette différence. Comme l'a dit Jean-Louis, une bonne partie. Moi, je pense que c'est bien plus qu'une bonne partie. C'est quasiment toute la course qui s'est jouée sur ce départ. Les 2 pilotes n'ont pas été très bons et ils n'ont pas. Massa n'a pas été très bon. Il a essayé, bien sûr. On ne va pas lui reprocher d'essayer. On manque assez de dépassements comme ça. Mais il s'est un peu affolé. On a senti le type, le bleu. On regarde un peu les images. On va revoir maintenant. Et on abordera le problème après. On va revoir maintenant un duel comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Regardez, Massa. Je pense que Massa a pris l'ascendant, là. Eh bien, pas du tout. Non, il est trop à l'extérieur. Et Hamilton, regardez, il conduit déjà comme un...